Nuit des 100 jours. Vendredi 5 juin 2026. Premier passage. Paul-Ulrich Kessani, ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la vie associative. Deuxième passage. Aimé Martial Massamba, ministre de la Pêche, de la Mer et de l'Économie bleue. La grande nuit des 100 jours, ce soir, sur Gabon Première. Nous y sommes, la grande nuit des 100 jours, tout dernier virage. Le Gabon, pays de forêt, est aussi un pays de mer et de rivières. Mine de rien, l'économie bleue est une mine liquide, une richesse encore trop peu exploitée. Entre pêche artisanale et industrielle, port en devenir, biodiversité marine à préserver et communauté côtière à soutenir, le chantier est immense. Stevie Mesui, rebonsoir. Rebonsoir Martial Chibinda. Comment transformer ce potentiel en moteur de croissance durable alors que les défis sont nombreux? Gouvernance, infrastructure portuaire, traçabilité des produits, lutte contre la pêche illégale, valorisation des ressources halieutiques. Autant d'aspects, Martial, qui seront abordés dans cette deuxième partie de la dernière soirée de la nuit des 100 jours. Le rideau tombe avec le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, M. Aimé Martial Massamba. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Stevie. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Martial Chibinda. Et bienvenue sur ce plateau également. Allez, vous qui nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes bien dans la nuit ou sur la nuit des 100 jours, c'est sur Gabon Première, en direct sur notre plateforme YouTube. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions et préoccupations au ministre de la Mer et de la Pêche, bien sûr, via notre numéro, le numéro WhatsApp mis à votre disposition, le 065 00 80 00. Monsieur le ministre, allez, salutations d'usage au moment de faire ce bilan d'étape dans la grande nuit des 100 jours. Que dire aux Gabonais? Merci, Martial Chibinda. Je suis d'abord très honoré d'être sur ce plateau pour parler aux Gabonais sur la feuille de route de mon département ministériel. D'accord. Alors justement, vous parlez de cette feuille de route de votre département ministériel, feuille de route bien sûr édictée et qui vous a été remise par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les grandes lignes de cette feuille de route, en quelques mots. Les grandes lignes sont, j'ai reçu de cette feuille de route 5 orientations principales qui sont alignées sur le plan national de croissance et de développement. Premier point, assainir le cadre légal et institutionnel du département ministériel dont j'ai la charge. Le deuxième point, c'est lutter contre la pêche illégale, non déclarée, non réglementée. Le troisième axe, c'est accélérer la souveraineté halieutique du Gabon. Le quatrième axe, c'est promouvoir une économie bleue durable. Et le cinquième axe, c'est instaurer pour ce département la culture et le pilotage des résultats. D'accord. Et bien sûr, nous allons, à travers les questions qui vont vous être posées, donc aborder tous ces pans qui vous auront été confiés par le président de la République. Mais avant, on va du côté de la régie, Stevie. Martial, 100 jours après, où en est-on avec la surveillance maritime face à la pêche illégale, économie bleue, aquaculture? Quid des chantiers entamés par le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue? Arnaud Monza et Guy-Serge Dizambo nous en disent davantage dans ce document, monsieur le ministre, que je vous invite à regarder. Je m'engage à assurer un suivi rigoureux de l'exécution de la présente feuille de route et à rendre régulièrement compte aux plus hautes autorités de l'État. Dixit Aimé Martial Massamba, ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. En effet, le département ministériel dont il a la charge a multiplié les actions pour moderniser le secteur halieutique, protéger les ressources nationales et renforcer la souveraineté alimentaire du Gabon. Parmi les mesures phares des 100 premiers jours, la suspension temporaire de l'exportation du saumon et de la sardine. Ces produits sont temporairement interdits à l'exportation pour restructurer le secteur, maîtriser les circuits d'exportation, c'est réapproprier sur le plan de la souveraineté ces deux principales ressources.
Le 10 avril 2026, le ministère a lancé les essais en mer du premier prototype de bateau de surveillance des pêches dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite. Ce navire, effectivement, nous permet de lutter contre la pêche INN non réglementée et non déclarée. Ce navire nous permettra effectivement donc de faire en sorte que nos stocks soient sécurisés. Les incursions des navires venant du sud et du nord seront donc contrôlées. Une surveillance rigoureuse naturellement garantit l'accès aux zones de pêche uniquement aux bateaux qui sont autorisés. Quand on prend dans le cas de l'accord de pêche avec l'Union européenne, des navires ont acquis des licences pour pêcher dans des zones bien déterminées. À Lambaréné, le ministère a procédé à la mise en service des logements d'astreinte et au renforcement des capacités du centre de pêche local. Objectif, améliorer les conditions de travail des agents et renforcer l'encadrement des activités halieutiques dans le Moyen-Ogooué. À Port-Gentil, Aimé Martial Massamba a participé aux opérations de débarquement des navires de pêche de l'armement Asti Pêche au terme d'une campagne exploratoire de 6 mois sur les crustacés de fond. Le 8 mai 2026, à Libreville, les activités de la station piscicole de la Pairie reprennent officiellement du service après plusieurs années de ralentissement. Il s'est agi de remettre en fonction la cellule de fabrication d'aliments, de remettre en fonction les closeries, donc pour la production des alevins de silure, et bien entendu des bacs en béton et des bacs hors sol pour la production non seulement des alevins de tilapia, mais surtout pour le lancement des premiers grossissements pour le poisson de table. Le ministre a également lancé 5 projets structurants financés par les obligations bleues 2025-2026. Les obligations bleues sont un mécanisme de financement innovant qui a été mis en place au Gabon à travers un accord de subvention, donc on appelle l'accord sur le prêt bleu, et porté par le Fonds de préservation de la biodiversité au Gabon, qui est le fonds fiduciaire en fait qui est chargé de la gestion des subventions. Et dans le cadre de ce mécanisme de financement, annuellement, il y a une subvention qu'on appelle la subvention gouvernementale qui s'élève à 40% de la subvention globale et qui permet de financer chaque année un certain nombre de projets des entités gouvernementales. Et l'unité de gestion du projet en fait est en charge de coordonner la mise en œuvre de ces projets. Dans le même élan, un partenariat avec la BCG signé le 30 avril 2026 permettra aux acteurs du secteur d'accéder à des financements adaptés. S'agissant des réformes juridiques urgentes des 100 jours, 5 arrêtés ont été publiés au 26 mars au journal officiel. Entre autres arrêtés, il y a 2 importants textes, notamment qui portent sur l'interdiction d'exportation de la sardine et l'interdiction d'exportation du sanon, donc ressources essentiellement pêchées dans les lacs du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué maritime. Ensuite, à côté, il y a des décrets également, 5 décrets également qui restructurent le ministère, fixent définitivement l'existence de ce ministère qui, pour l'instant, n'est composé que d'une seule direction générale. En 100 jours, le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue a engagé la protection des ressources et la modernisation du secteur avec une ambition claire, faire de l'économie bleue un moteur durable de croissance et de souveraineté pour le Gabon. Voilà, retour sur ce plateau. Deuxième partie, vous le savez, nous sommes avec le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. Et n'oubliez pas, vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions et vos préoccupations. Vous êtes en direct sur notre plateforme YouTube. Questions et préoccupations via notre numéro WhatsApp mis à votre disposition, le 065 00 80 00. Monsieur le ministre, une fois encore, bienvenue sur le plateau de la grande nuit des 100 jours. Vous êtes notre dernier client, comme qui dirait, puisque nous parlons effectivement de pêche et d'économie bleue. Alors, vous venez de suivre ce condensé un tout petit peu, ce reportage qui trace ces derniers 100 jours à la tête de ce département nouveau, le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue.
Votre avis sur ce reportage, est-ce qu'il retrace bien un tout petit peu ces 100 derniers jours à la tête de ce département ministériel? Merci Marshal Chibinda. Effectivement, donc vous avez pu voir un peu l'odyssée en 100 jours que mon département ministériel a effectué pour pouvoir exécuter la feuille de route du président de la République. D'accord, merci en tout cas pour votre humilité. Allez, donc toutes ces activités que vous allez pouvoir développer tout au long de ces 1h15, toutes ces activités, avant de les lancer, se sont posées certainement, se sont basées sur le diagnostic. Lorsque vous arrivez à la tête de ce département, quel aura été le diagnostic, l'état des lieux, Monsieur le ministre? Merci à nouveau de me donner la parole. Dès ma prise de fonction, j'ai initié un ensemble de missions à l'intérieur du pays. Donc on a commencé par l'estuaire, donc à Donguila, où nous sommes allés visiter le chantier qui est en cours de mise en œuvre sur le centre de pêche de Donguila. Donc ce chantier est en cours d'exécution par une société de la place. Et après, nous nous sommes rendus à Lambaréné, où nous avons donc assisté à la remise du matériel pour le centre de pêche de Lambaréné et la réception des travaux de réhabilitation des logements du responsable provincial et du centre et d'un service d'un partenaire qui s'appelle TNC. Après l'étape de Lambaréné, nous sommes donc dirigés dans l'Angounié. Donc, pour atteindre Mouila, j'ai dû donc m'arrêter sur Fougamou, où j'ai pris une embarcation et j'ai remonté l'Angounié jusqu'à Mouila. Au cours de ce voyage ou de cet itinéraire, j'ai pu constater donc la présence de pêcheurs artisanaux sur le long du fleuve Ngouni. Alors, donc, ce sont des communautés des pêcheurs gabonais qui y exercent une activité de la pêche. Artisanale, bien entendu, puisque c'est un cours c'est un fleuve. Alors, il s'est avéré que lors de ces échanges avec ces populations, elles ont regretté le fait que ces populations, elles, ne sont pas soutenues par le gouvernement. Donc, nous avions fait une promesse de leur venir en aide en activant un peu nos partenaires au développement qui nous accompagnent dans le cadre de missions de préservation de la biodiversité et éventuellement nos services également qui peuvent leur apporter une assistance dans l'élaboration des politiques de pêche communautaire. D'accord. Ensuite, nous nous sommes rendus à Mouila, au centre communautaire de pêche de Mouila, où nous avons effectivement rencontré également les pêcheurs qui nous ont fait remonter également les problèmes qu'ils vivent au quotidien. Donc là-bas, il y a également des pêcheurs qui malheureusement ne sont pas aussi plus fortunés, par exemple, que les pêcheurs qui évoluent dans les provinces maritimes comme l'estuaire, le Goué maritime, par exemple. Donc, c'est à la suite donc, de ces voyages, donc, de ces missions, que nous avons donc pris en compte un certain nombre de problèmes, surtout à l'étape de Lambaréné. Qu'avons-nous constaté au niveau de Lambaréné? Nous avons constaté qu'à Lambaréné, il y a une activité très intense de pêche du poisson qu'on appelle les Thérotis niloticus. Autrement dit, le nom commun qu'on appelle, c'est sans nom. En réalité, il a un nom scientifique. Hein, malheureusement, bon, comme c'est un poisson qui n'était pas présent dans nos cours d'eau à l'époque où il a été introduit, donc on lui a donné ce nom de sans nom. Sinon, il a un nom scientifique et il est connu. Et ce poisson, il est très pêché dans cette zone. Et nous avons constaté effectivement que sur près de 400 pêcheurs dans le Moyen-Ogooué, il n'y a pratiquement qu'une vingtaine qui sont enregistrés. Donc,
ce voyage sur l'Ambaye nous a amené à constater effectivement qu'il y avait donc, d'une part, ces pêcheurs qui n'étaient pas en règle vis-à-vis de l'administration, mais également les vendeurs qui y exercent cette activité, qui exportent ce poisson au Congo. En discutant avec les revendeurs, ils nous ont même affirmé qu'ils exportent 800 tonnes de Pterotis niloticus au Congo. Et nous pensons que c'en est trop. Donc, et vu aussi la taille des captures, on a constaté également que les engins de pêche qu'ils utilisent ne sont pas conformes à la réglementation. Donc, pour sauvegarder la ressource, parce que lorsqu'on a des poissons juvéniles, ça veut dire que les mailles de trémaille qui sont utilisées ne sont pas en accord avec la réglementation. Donc nous avons pris cet arrêté, par exemple, pour suspendre l'exportation en attendant de réglementer le secteur. Et c'est ce que nous avons fait dans l'un des arrêtés où nous avons mis en place déjà la qualité ou la profession de marailleurs. Les marailleurs, qui sont les marailleurs? Les marailleurs ou marailleuses sont donc les personnes qui font la revente de poissons dans les marchés. D'accord. Donc aujourd'hui, cette catégorie de personnes a désormais un statut qu'ils peuvent faire prévaloir dans le cadre de leurs activités et peuvent, avec le dispositif financier qui a été mis en place avec la BCEG, dans les semaines ou les mois à venir, ces personnels peuvent donc vendre le poisson dans les capales en toute légalité, mais également ceux qui sont dans le domaine de l'export peuvent aussi exporter le poisson dans la légalité tout en se mettant en conformité avec l'ensemble des règles qui vont être dictées pour l'exercice de cette profession. Nous allons développer tout cela avant de donner la parole à Stevie. Alors vous avez fait tout ce périple, vous avez fait tous ces constats, vous avez même déjà pris des mesures. Comment se porte la pêche au Gabon, Monsieur le ministre? Quelle est la part déjà de la pêche dans le PIB? La part de la pêche dans le PIB est de 1,5 à 6% sur le PIB. Donc, mais nous avons l'ambition de le porter à 2 chiffres. D'accord. Rassurez-vous, avec les mesures qui vont être prises dans les tout prochains mois. Donc comment se porte la pêche finalement? Elle se porte actuellement très mal. D'accord, Martial. Monsieur le ministre, vous venez de le dire, la pêche se porte très mal. Au regard de vos dires, on se rend compte que le secteur n'est véritablement pas structuré. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour commencer déjà par structurer ce secteur? Donc, tout naturellement, je parle du cadre légal. Donc, au niveau du cadre légal, j'ai énoncé les principales mesures déjà pour protéger les espèces, les 2 espèces. Nous avons donc mis également, dans le cadre légal, mis en place les différentes lois et règlements qui permettent de structurer cette pêche. Aujourd'hui, pour promouvoir même le développement de cette économie nationale, le président de la République a mis en place un programme qui s'appelle GAPESH, pour lesquels le président veut inciter les nationaux à s'investir pour pouvoir participer pleinement à l'effort de production pour relever la production. Mais nous allons peut-être développer Nous en parlerons tout à l'heure, oui. ce sujet tout à l'heure. Mais aujourd'hui, l'ensemble de la réglementation qui a été mise en place permet de pouvoir développer la filière. Vous parlez d'avoir protégé 2 espèces. Est-ce à dire que nos zones n'ont que ces 2 espèces? Pourquoi il n'y a que ces espèces que vous avez choisi de protéger? Nous avons choisi de protéger d'abord cette espèce, d'une part, parce que cette espèce est en surpêche. Et si nous ne prenons pas des mesures de protection, nous pensons que cette espèce risque d'aller à la disparition. D'autant plus que nous ne sommes pas très sûrs, par exemple, pour le cas de la sardine, elle ne s'élève pas hors zone de fleuve et lagunaire. Donc ce n'est pas possible.
Donc, nous sommes obligés donc, de le faire. Par contre, nous avons une mer. Nous avons une zone économique exclusive de 230 000 kilomètres carrés. Nous avons 950 km de côte. Donc, rassurez-vous qu'il y a d'autres poissons qui ne peuvent être capturés qu'au moyen d'autres méthodes de pêche. Est-ce que ce n'est pas temporaire? Si c'est temporaire, c'est pour combien de temps? Le système de reproduction, j'en sais trop rien, vous allez me dire, ou me corriger. La reproduction, c'est combien de temps? Pour la sardine, nous avons 2 mois de repos biologique pour permettre à l'espèce de se reproduire selon les études scientifiques qui ont été actées par des décisions, donc par des arrêtés. Donc au Gabon, c'est septembre et octobre, la pêche à la sardine est interdite uniquement. Mais pour les autres espèces, la pêche est ouverte toute l'année. Dans ce cas de figure, quelle stratégie aujourd'hui, peut-être pour empêcher ceux qui exploitent illégalement ces 2 espèces de ne plus le faire et que le Gabon s'approprie désormais cette activité? Comme j'ai oublié de mentionner également que ce n'est qu'une mesure temporaire. Donc elle va être levée aussitôt que les conditions seront remplies. Donc nous sommes en train de travailler dessus pour pouvoir assurer la traçabilité de ces 2 espèces qui sont exportées. D'accord. Donc voilà, c'est la raison principale. Permettre un peu la sauvegarde de l'espèce d'une part et d'autre part assurer la traçabilité de ces poissons pour pouvoir permettre de savoir qui est dans le secteur qui exporte. Parce que comme vous l'avez vu dans le deuxième axe, la pêche illégale non déclarée, non réglementée fait en sorte que si des poissons sont pêchés par des personnes qui n'ont pas de pirogues enregistrées au niveau de la Direction générale de la marine marchande, qui n'ont pas de licence, qui n'ont pas d'autorisation de pêche, donc tout ce qu'ils pêchent est illégal. Et comme le Gabon a ratifié un certain nombre de traités, donc ces personnes et ce poisson rentrent dans le coup de l'illégalité. Donc voilà. Alors, on l'a bien compris, Monsieur le ministre, ça veut dire que le gros souci, le gros problème dans ce secteur, c'est bien l'illégalité qu'il y a autour de la pêche. Ça veut donc dire que concrètement, il faut prendre des mesures pour lutter contre cette illégalité non déclarée et non réglementée. Ce d'autant plus que vous avez dit il y a plusieurs pêcheurs qui ne sont pas enregistrés. Ça nécessite donc un suivi. Ça veut dire que de manière pratique et pragmatique, quel est le processus au-delà des textes qui ont été pris? Le processus est le suivant. Dans le cas nous faisons donc de la surveillance. Déjà pour la pêche continentale et maritime, nous avons donc la surveillance. Nous avons acquis la première quinzaine d'avril 2026, nous avons acquis un nouveau bateau. Et ce bateau, aujourd'hui, est régulièrement en mer avec l'ensemble de la flotte existante, donc pour contrôler les pêcheurs. Parce que, comme je l'ai dit, l'illégalité, c'est le fait de ne pas avoir les documents qu'on a cités ici. Donc, ces bateaux sillonnent régulièrement les bras de mer et la mer également pour faire des contrôles auprès des pêcheurs pour voir s'ils sont en conformité avec la loi. Lorsqu'ils ne le sont pas, les engins et le poisson sont réquisitionnés et stockés dans nos installations. Donc voilà la partie pratique qui permet donc d'exercer le contrôle contre la pêche illégale. Est-ce que cette activité peut justifier aujourd'hui l'absence de poissons dans les différents marchés ou bien il y a autre chose? Non. Déjà, je vais vous le dire sincèrement, la pêche artisanale ne peut pas régler le problème d'approvisionnement de tous les marchés du Gabon. Et l'absence de poissons à Libreville n'est pas seulement à Libreville. C'est pratiquement partout dans toutes les zones où on exploite le poisson, on produit le poisson. Que ce soit à Mayumba, que ce soit à Gamba, Port-Gentil et Libreville, ce sont les mêmes effets que l'on observe. Donc,
Mais c'est dû à quoi exactement, monsieur le ministre? Voilà, c'est dû à la volonté des hommes donc, qui ont développé des techniques qui permettent donc de fuir l'administration. C'est-à-dire? Voilà. L'administration, lorsqu'on a une autorisation de pêche, on signe normalement ce document avec un port de débarquement, un port d'attache. Donc, les pêcheurs qui sont généralement à Libreville ou à l'intérieur du pays vont faire des débarquements hors les ports d'attache où on les attend. Mais les bateaux de surveillance, à quoi ils servent dans ce cas de figure? Non, vous savez, les pêcheurs, lorsqu'ils sont en activité, ils ont leur papier à bord. Okay? Maintenant, pêcher, c'est une chose. Venir débarquer, c'est une autre chose. Vendre, oui. Voilà. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que les pêcheurs évitent de débarquer là où ils sont attendus. Ils vont faire des débarquements dans des lieux illégaux, donc qui ne sont pas destinés à cela. Je vous donne des exemples. Les pêcheurs peuvent arriver, ils savent que le marché ferme à 18h. Ils vont arriver à 18h30 ou à 19h. Ils vont débarquer et pendant qu'ils débarquent, ils ont déjà en réalité pris des commandes. Ils prennent des commandes de personnes donc qu'on appellerait désormais des marailleurs ou des marailleuses par avance. Donc le pêcheur, quand il va faire des sorties, le poisson qui est capturé est déjà préempté. Donc quand il arrive, il ne peut plus le remettre à la disposition des autres clients au Capal, par exemple. Il préfère débarquer dans peut-être même un débarcadère privé, parce qu'il y a plusieurs débarcadères privés sur la côte, sur les bras de mer. Et au Capal, vous voyez bien qu'il y a des villas qui sont bien disséminées sur le littoral. Donc ils débarquent là-bas, ils donnent leur capture et du coup, ils disparaissent dans la nature. Vous avez une cartographie de ces débarcadères privés? Bien sûr, nous avons une cartographie et c'est ce qui est en train d'être fait. Bon, on verra ça peut-être dans le point 5 pour instaurer un peu... Non, monsieur le ministre, donc aujourd'hui, on va poursuivre. Il y a d'abord une étude qui est prévue dans le cadre des projets du Blue Bond pour cartographier, pour aménager, pour faire une étude sur les quais d'abord. Pour faire une étude sur les quais, donc, il faut donc déjà identifier ces quais-là, ces lieux de débarquement. Donc, il y a des débarquements, par exemple, dans la façade maritime. Je prends, par exemple, le cas de l'aéroport. On a le cas des bras de mer à Cap Caravane. Il y a des points de débarquement, par exemple, à Bikele et autres. Donc, vous voyez que lorsque les pêcheurs débarquent dans ces zones, l'administration n'est pas présente. D'accord. L'intérêt, monsieur le ministre, lorsqu'on pose des questions, si ça vous permet effectivement de pouvoir répondre directement à l'axe 5, l'essentiel est que vous puissiez dire effectivement et épuiser tous les axes qui vous auront été confiés. Cela dit par rapport à cette cartographie, puisque vous avez la cartographie de ces débarcadères et que vous avez même le process, la procédure de ces empruntée justement par ces pêcheurs finalement illicites, ça veut donc dire que vous pouvez agir de manière concrète. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour stopper ce phénomène? Depuis pratiquement un mois, donc, nous procédons à des contrôles réguliers sur les voies maritimes pour pouvoir assurer même parfois des blocus. Par exemple, en ce moment, les pirogues des pêcheurs ne peuvent plus, par exemple, accoster au pont Nomba parce qu'on y envoie des gens tous les matins qui sont présents. Donc, ils attendent l'arrivée des pêcheurs. S'ils sont là, ils leur demandent de faire demi-tour, d'aller au Capal pour aller débarquer. Mais malheureusement, la mesure n'est pas encore optimale parce que les pêcheurs aussi ont des techniques pour contrer les velléités de l'administration. Donc, que font-ils, par exemple? Les pêcheurs sont souvent gérés par des propriétaires de bateaux, qui les envoient faire la pêche. Donc, une fois qu'ils sont en mer,
qu'est-ce qu'ils font? Ils font du transbordement, par exemple. Vous l'attendez ici, parce qu'ils vont vous dire qu'ils vont rentrer le mardi. Mais le lundi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'ensemble de leurs captures, ils vont les déposer dans une autre pirogue qui a par exemple la capacité d'atteindre Coco Beach et ils vont laisser le poisson là-bas. Donc vous comprenez que pour l'instant, donc avec la sortie des bateaux qui est faite, les fonctionnaires, quand bien même ils travaillent difficilement, à des heures impossibles, bon, parfois à des heures tardives, les pêcheurs ne sont plus actifs. Donc à partir de là, compte tenu de leurs moyens de navigation, donc ils peuvent aller débarquer là où l'administration n'est pas présente. Monsieur le ministre, cet état de fait m'emmène à poser une question. L'État a mis en place GAB Pêche. Finalement, la situation de GAB Pêche a servi à quoi dans ce cas de figure? Où en sommes-nous? Selon nos retours, GAB Pêche sera en difficulté également. Bon, GAB Pêche aujourd'hui a un souci de gouvernance, essentiellement. Parce que le mode d'octroi de ces crédits qui ont été suscités par une volonté du chef de l'État d'encourager... Déjà, GAB Pêche, c'est quoi? GAB Pêche, c'est un groupement d'intérêt économique donc, qui est constitué d'un ensemble de coopératives qui se sont unies au fin de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir alimenter le marché national. Donc, en commençant par Libreville. Donc ils se sont mis ensemble, donc ils ont mutualisé les moyens pour pouvoir travailler ensemble et avec pour objectif de venir vendre les produits halieutiques aux vendeurs du Capal. Voilà, c'est ça GAB Pêche. À moindre coût, monsieur le ministre? À moindre coût, en respectant bien entendu la mercuriale qui est affichée au point de débarquement, donc c'est du Capal. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est le mode de travail, en fait. Aujourd'hui, c'est en partie un échec parce qu'il n'a pas été réfléchi sur le modèle de, par exemple, Taxi GAB, où les personnes se sont engagées individuellement. Donc aujourd'hui, GAB Pêche a des difficultés parce qu'ils ont pris, dans le cadre du GIE, par exemple, 20 bateaux ensemble. Or, malheureusement, dans les 20 bateaux qui leur ont été livrés, tous les 20 bateaux ne sont pas opérationnels, par exemple. Et malheureusement, comme le remboursement est unique de l'échéance de crédit, alors, quand, par exemple, 10 bateaux ne sont pas fonctionnels, vous remboursez une échéance de 20 bateaux, par exemple. Donc, vous comprendrez tout de suite que c'est difficile de répartir la charge de remboursement des 10 autres pirogues parmi les 10 autres personnes qui sont parties prenantes. Vous parlez d'échec. Dans ce cas de figure, l'échec est constaté. Nous le constatons, oui. L'échec est constaté. Monsieur le ministre, dans ce cas de figure, quel mécanisme peut-être pour sortir de cette situation? Si tel est qu'on peut même en sortir. Vous avez pu voir par voie de presse que, sur instruction du vice-président du gouvernement, j'ai été donc amené à convoquer une séance de travail avec GAB Pêche pour discuter avec eux, pour voir comment la gestion, donc le management de ce GIE pouvait être refait pour pouvoir ramener GAB Pêche sur le droit chemin. Aujourd'hui, GAB Pêche a essentiellement des problèmes de gouvernance parce que, d'une part, lorsqu'ils font les parties de pêche, ils ne remboursent pas les échéances de crédit qui leur ont été octroyées, données. Nous avons donc eu un dialogue de gestion avec la BCEG qui a donc réchelonné les mensualités de remboursement. Donc, tente bien que mal à vouloir exister, sauf que les sorties ne sont pas optimales et lorsqu'ils font des sorties, malheureusement, ils ne remboursent pas leurs échéances. Il n'y a pas plus tard que hier, j'ai encore reçu une plainte de quelques coopératives qui aujourd'hui dénoncent la gestion des responsables. Donc aujourd'hui, GAB Pêche, dans cette version, n'est pas viable. C'est pourquoi nous avons donc décidé de pouvoir mettre en place un nouveau programme
qui est à l'exemple de GAPESH, mais qui aura un autre mode de fonctionnement. Et ce nouveau programme de GAPESH, qu'on peut dire version 2, sera élargi à d'autres filières du secteur halieutique. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que GAPESH, uniquement que la pêche. Or, dans la deuxième version que nous allons mettre en place, il n'y a pas que la pêche. Il y a donc les filières associées à la pêche, comme le secteur de la transformation, le stockage du froid, par exemple, le stockage de poissons. Donc, il y a également d'autres secteurs comme la logistique qui va intervenir également. La logistique, c'est-à-dire que ceux qui auront par exemple des camions frigorifiques peuvent également solliciter un financement de leurs équipements auprès de la BCEG. Donc dans les métiers de la transformation, il y a plusieurs variantes. Pour l'instant, les Gabonais veulent manger du poisson frais. Là, vous êtes en fait sur une projection, une dynamique. Donc, dites-nous à court, à moyen, long terme, votre projet, il tient exactement sur quelle période bien définie? Par rapport à la nouvelle version du programme de pêche que nous allons d'ailleurs même élargir à l'ensemble du pays. Parce que GAPESH, dans la version 1, vous voyez que ce projet n'est limité qu'à Libreville. À Libreville. Voilà. Alors que je viens de vous dire que lors de mon déplacement à l'intérieur du pays, on a rencontré d'autres pêcheurs, par exemple sur le fleuve Gouni, et dans le Goué maritime également, et dans la Nianga. Donc, la deuxième version de GAPESH va toucher l'intérieur du pays, et avec ceux de l'intérieur, nous pensons qu'il y aura de la ressource, bien entendu, et avec toutes les mesures que nous sommes en train de prendre pour lutter contre la pêche illicite, mais également nous avons pris dans le cadre des arrêtés qu'on n'a pas mentionné, il y a également des arrêtés qui concernent les facilités qu'on offre désormais aux pêcheurs de pouvoir accéder à des zones qui sont poissonneuses, qui malheureusement n'étaient pas autorisées. Donc nous avons pris également ces arrêtés. Donc il y a 200 pêcheurs qui ont signé le protocole d'accord, et dans les tout prochains jours, nous allons avoir, donc dans 3 mois maximum, nous allons avoir du poisson. Et nous avons également, comme je disais, la pêche artisanale ne peut pas résoudre les problèmes d'alimentation des marchés à Libreville. Donc nous avons pensé également à faire venir 10 bateaux d'un pays voisin qui seront bientôt à Libreville et qui vont concourir à la pêche industrielle pour pouvoir soutenir l'effort déjà des 2 armateurs qui sont présents à Libreville, notamment Sogapêche et IBFISH. D'accord, vous venez de le dire, effectivement, la pêche artisanale ne peut pas soutenir certainement toute la demande, mais comme le disait Stevie, pour l'instant, les Gabonais veulent manger du poisson, donc on ne peut que compter pour l'instant sur cette pêche artisanale. Quelles politiques sont développées pour soutenir la pêche artisanale, Monsieur le ministre, et protéger les communautés côtières? Bon, déjà, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la pêche va être redynamisée. Donc, il faut un peu de patience. Comme je dis, les bateaux sont en cours d'acheminement. Ils vont rentrer en exploitation. Il y aura de la ressource d'une part pour ces 10 bateaux. Ces 10 bateaux qui peuvent, eux, accoster au Capal. Mais on a également les 200 pêcheurs qui ont signé l'accord, le protocole d'accord, pour pouvoir, donc c'est un cahier de charge qui a été mis en place pour pouvoir alimenter le Capal. Donc ça, nous aurons des effets dans 1 mois maximum pour les 200 pirogues, les 200 pêcheurs, ajoutés aux 10 bateaux qui vont revenir de l'extérieur pour soutenir l'effort de pêche, nous allons avoir de la ressource. Maintenant, pour soutenir les communautés communautaires, là également, nous avons donc ce challenge de pouvoir aller expliquer que le programme
que nous venons de signer avec la BCG leur est destiné. Parce qu'à l'intérieur, la pêche continentale également fait vivre ces hommes. Mais je vous rassure également que malgré le fait qu'on voit qu'il n'y a pas de poisson au Capal, mais il y a des poissons qui circulent à Libreville. Il suffit d'aller à un coût très élevé, monsieur le ministre. Au PK8, vous allez voir qu'il y a du poisson qui provient de Mayumba, de Gamba. Alors que les mêmes populations à Mayumba, à Gamba, disent la même chose, qu'il n'y a pas de poisson. Comme je vous le disais, les gens préfèrent donc venir faire vendre leur poisson à Libreville où le poisson est vendu un peu plus cher. Si vous allez dans les restaurants à Libreville, vous allez trouver du poisson naturellement. Allez-y à lui, vous allez voir. Hein, oui, aujourd'hui, il y a du poisson. Le poisson à la braise, si par exemple. Il y a un réseau en fait derrière cette le poisson à la braise, très prisé par les Gabonais. Voilà, il ne manque pas, mais il provient de. On les trouve, oui, mais à des coûts assez élevés. Voilà, parce pas accessible du tout. Ce qui est sûr, c'est que n'importe quel Gabonais ne peut pas aujourd'hui prétendre manger du poisson. Le poisson est désormais réservé à la catégorie ministérielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Rassurez-vous, nous n'avons pas que la pêche, hein, nous n'avons que la pêche continentale ou artisanale, mais aussi on a l'effort de la pêche issue de l'élevage. D'accord. Donc nous venons de lancer aussi la mise en exploitation, en production du centre piscicole de la Péri, qui lui aussi va dans 6 mois commencer aussi à produire du poisson et viendra en appui au moment où tous les secteurs qui ont été mis en activité, donc les 10 bateaux de pêche artisanaux, plus les 10 bateaux de pêche industriels, plus les 200 pêcheurs artisanaux qui se sont engagés à produire le poisson seront en activité, plus la station piscicole, je crois qu'on aura de la ressource. Et à partir de là, le poisson, de manière mécanique, les prix vont donc, il y aura suffisamment d'offres et le prix... Et on pourra dépasser les 1%. Non, c'est pas... c'est pas maintenant. C'est un objectif. Hein, la croissance à 2 chiffres sur le PIB sera atteinte à 2 ou 3 ans avec la mise en œuvre de toute la politique d'accélération du développement halieutique et de la souveraineté qu'on est en train de mettre pour pouvoir avoir une pêche nationale digne de ce nom. Mais monsieur le ministre, Martial, sinon je vais oublier. Allez-y, Steve. Monsieur le ministre a parlé de souveraineté, mais j'aimerais quand même savoir quelle politique aujourd'hui votre département ministériel met en place pour susciter en fait l'engouement, étant donné que vos ambitions sont grandes, hein, monsieur le ministre. Oui, elles sont grandes et c'est légitime. Parce tout naturellement, que nous voulons vous parlez de diversification les Gabonais de l'économie. à produire Gabonais. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, comme je l'ai dit, il y a 20 ans, pour ceux qui connaissent un peu Libreville, on avait des armateurs gabonais qui avaient des bateaux de pêche industriels et qui débarquaient au port Molle. Il y avait toujours du poisson. Aujourd'hui, si vous voyez bien, le port Molle également, là, est en chantier. On est en train de faire une gare routière. Mais les populations, ces vendeurs qui étaient au port Molle, se sont déroutés directement à Olomie. Donc ils vendent désormais à Olomie. Donc vous comprenez que ces pêcheurs, ça c'est une information qui m'est revenue. Donc ces pêcheurs ou ces revendeurs de poissons sont à l'origine plus ou moins de la rareté de poissons parce que eux ils ont toujours, lorsque vous montez au marché d'Olomie, eux ils ont du poisson là-bas. Donc le secteur est toujours entre les mains des expatriés ou des communautés amies. Malheureusement, s'il n'y avait pas également ces expatriés, nous n'aurions pas beaucoup de ressources sur le marché. Mais vous visez la souveraineté. Oui. Comment faites-vous pour sortir exactement ce secteur des mains des communautés amies pour le ramener en fait je sais pas, aux mains des nationaux? Quand le chef de l'État a financé le projet Gab Pêche, c'était pour encourager les nationaux à s'y investir. Vous comprenez? Le constat que l'on a fait, c'est que cet effort du chef de l'État n'a pas produit les résultats escomptés. C'est pourquoi nous avons donc réfléchi à un nouveau mécanisme de financement de cette activité via un autre modèle. Un nouveau programme.
un nouveau programme. Et nous pensons que ce nouveau programme, appliqué sur la pêche continentale, donc à Lambaréné, à Mayumba, à Gamba, à Omboué, à Port-Gentil, portera ses fruits. Parce que nous allons nous connaissons les raisons de l'échec de ce programme. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Nous, on a discuté avec les responsables de GAPESH. Ils nous ont dit, par exemple, au niveau des embarcations qui leur ont été livrées, les embarcations ne répondaient pas à des normes de pêche, malheureusement. Mais parce que le projet allait très vite. Le projet allait très vite. Donc, il y a eu des erreurs que nous ne voulons pas recommettre. Donc, ce n'est pas un espoir perdu de ne pas croire que les Gabonais ne pourront pas être dans le secteur. Si, on y est obligé. Donc, nous sommes obligés de soutenir, même GAPESH 1. Nous faisons tout pour pouvoir remettre GAPESH sur la bonne voie. Mais pourquoi vous ne songez pas aux formations dans ce cas de figure? Peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment. Nous avions pensé à tout cela dans le nouveau programme. C'est prévu, les formations. Puisque nous avons le ministère de la Pêche et partie prenante avec la BCG. Nous avons déjà fait un circuit de validation. Donc les pêcheurs vont exprimer leurs besoins, ils vont remplir les documents viendront en étude au niveau du ministère. Le ministère va étudier déjà au niveau des candidats pour voir d'abord est-ce que tel candidat remplit les critères d'être pêcheur, par exemple. On va vérifier puisqu'on a le fichier. On va vérifier. En même temps, peut-être vous profitez de cette occasion pour nous dire quels sont les critères d'un pêcheur. Les critères, comme je vous ai dit, aujourd'hui, il faut être pêcheur pour être éligible au projet GAPESH. Il faut être en conformité avec la législation. Aujourd'hui, il y a la carte de pêcheur qui se délivre. Donc, si on veut être dans ce programme, il y aura bien sûr un document que tout le monde devra remplir pour pouvoir être éligible au programme. Ensuite, le dossier sera étudié en amont d'abord par les services de la Direction générale des pêches et après, ces dossiers seront donc transférés à la banque qui, lui, va juger maintenant de la faisabilité de ce projet par rapport aux critères de la banque de l'éligibilité financière avec, bien sûr, la garantie bancaire qui sera exigée. On va évoluer un tout petit peu, mais avant, Monsieur le Ministre, avec tout ce qu'il y a comme pratique illicite que vous avez dénoncé, comment concilier finalement exploitation des ressources halieutiques et préservation de la biodiversité marine? Bon, c'est un binôme qui va ensemble parce qu'on doit préserver, parce que nous avions des engagements avec l'extérieur, avec la planète déjà, au niveau de nos engagements internationaux. Le Gabon a toujours été un très bon élève pour la conservation de la biodiversité. Donc nous sommes toujours les champions dans l'économie verte, donc nous voulons être vraiment champions dans l'économie bleue. Donc nous allons concilier la préservation de la biodiversité avec le développement de la pêche. D'accord. Et pour être champion dans l'économie bleue, ça passe également par des infrastructures. On va passer à cet axe, infrastructures portuaires et économie bleue. Quelles actions concrètes auront été engagées pour moderniser les infrastructures portuaires et de débarquement, Monsieur le Ministre? Nous y sommes également engagés dans le cadre de prochaines activités du ministère à rechercher des financements pour pouvoir moderniser le secteur, donc sur toute sa chaîne de valeur. Donc chercher des quais de débarquement, les chaînes de transformation qui comprennent les chaînes de stockage et de transformation. Donc c'est dans le programme de nos activités. D'accord, et ça passe certainement d'une cartographie également. Quels sites portuaires ou zones côtières finalement bénéficient actuellement d'une attention particulière? Nous avons naturellement la zone maritime, donc il y a Port-Gentil, il y a Libreville. Éventuellement, vous êtes au courant qu'il y a le gouvernement compte faire un port
à Kobe Kobe. Donc à côté de Kobe Kobe, également pourrait aller en même temps aussi l'érection d'un port de pêche également. Il y a Mayumba, donc, qui est propice aussi. Et actuellement, il y a des travaux, par exemple, pour un centre d'appui à Ndindi, qui est en cours de construction. Alors, vos départements... Et à Coco Beach, naturellement. Vos départements, pour cela, pour ces ambitions, ne pourra pas travailler en vase clos. Quid de la transversalité? Comment, justement, votre ministère travaille avec les autres administrations et partenaires privés, pourquoi pas, pour développer l'économie bleue? Quelle est la vision? La vision de l'économie bleue, elle est simple. Aujourd'hui, nous bénéficions déjà de financements innovants dans le cadre de ces activités et nous allons donc accroître cette activité auprès des bailleurs qui nous accompagnent. Donc aujourd'hui, nous avons déjà identifié un certain nombre de projets liés aux activités bleues et nous sommes en train de rechercher des financements pour pouvoir dynamiser ce secteur qui était inconnu à nos jours. Donc nous avons les Blue Bonds qui vont nous aider à dynamiser donc, des activités liées à l'économie bleue. Nous avons des partenaires privés également qui sont prêts à investir dans la mise en œuvre d'infrastructures de transformation. Par exemple, dans le domaine de la fabrication de sel, par exemple, à partir de l'eau de mer. Vous voyez? Il y a le tourisme également qui peut être fait sur la base de l'activité de la mer. Nous avons les activités comme la pêche sportive également qui peuvent être développées sur la base de l'économie de la mer et j'en passe. Il y en a tellement. Il y a même des activités liées, par exemple, à la production des médicaments basés sur des produits de la mer. D'accord. Alors, il y a tout ça, comme vous dites, il y en a tellement, mais ça passe forcément par le capital humain qui doit être dynamique et qui doit être formé. Quid de la formation, justement, des acteurs du secteur maritime, Monsieur le ministre? Vous avez raison d'en parler. Je pense qu'en arrivant dans ce ministère, l'une de nos missions également a été de pouvoir identifier les pôles de formation qui peuvent être effectifs dans le cadre de cette activité. Nous avions eu des rencontres, par exemple, avec l'administration qui s'occupe de financer les formations comme l'ANBG, avec qui nous avons travaillé, qui a fait même une étude pour démontrer que le secteur de la pêche était le secteur qui n'avait pratiquement pas d'étudiants dans ce domaine. Et on a donc eu des centres de travail pour pouvoir identifier les filières dans lesquelles, au regard de leur nouvelle politique de la commande publique, pour voir si ils lancent des appels à candidature pour des bourses, les étudiants peuvent être amenés à choisir des formations qui sont liées à l'activité de la pêche, de l'économie bleue et de la pêche. D'accord. Alors, l'économie bleue semble être un secteur prometteur et qui pourrait apporter en tout cas une plus-value dans le PIB, c'est sûr, mais quelle stratégie finalement pour attirer les investissements dans ce secteur de l'économie bleue? Aujourd'hui, pensez-vous que l'environnement est attrayant? Aujourd'hui, l'environnement, comme je l'ai dit dans le nouveau cadre légal de l'administration qui est en cours de création, donc vous voyez bien le triptyque du ministère, c'est le ministère de la mer, de la pêche et l'économie bleue. Donc ce ministère n'a pas encore de direction générale de l'économie bleue. Donc c'est en cours de création dans les textes qui sont en cours. Donc il n'y a pas encore de stratégie? Non, il y a déjà la stratégie.
Il y a déjà la stratégie, puisque le ministère, en 2025, a élaboré un document de stratégie de développement du ministère de la mer, de la pêche et l'économie bleue. La stratégie existe. Donc, dans cette stratégie, il faut donc également former. C'est ça. La formation fait partie de la stratégie. Il y avait, nous sommes en discussion même avec un opérateur qui nous a fait la proposition d'ériger à Libreville une école liée au métier de la mer. Mais il y en a déjà, monsieur le ministre. Bon, c'est une école privée. C'est une école privée. C'est une Nous, on école privée, parle mais ici il en existe déjà. de l'école publique de l'État. Mais en nous l'État, avons déjà justement, travaillé en avec... l'État, les partenariats, il existe des partenariats Voilà, nous avons entre l'État et le déjà, privé. voilà, nous avons déjà identifié même au niveau de la formation professionnelle, avec la formation professionnelle, l'opportunité de mettre des programmes de formation liés à l'économie bleue, à la mer et à la pêche. D'accord. Monsieur le ministre, nous sommes à 55 minutes. Nous allons voir à travers la régie ce que pensent les Gabonais de votre ministère, qui est tout jeune, certes, mais vous avez eu 100 jours pour peut-être lancer la vision, fixer un cap. Que pensent les Gabonais? Nous vous invitons à suivre ce micro-trottoir. Je crois qu'il fait des sons nécessaires quand on voit un peu dans certaines localités les plus appropriées en ce qui concerne la pêche, comme au marché de Lomé, au Kapal. Les prix sont plus ou moins respectés. Mais quand vous arrivez dans les bas quartiers comme Charbonnage et autres, la surveillance n'étant pas assez faite, ils augmentent. Donc ce sont nos pêches, ce sont nos eaux et ça devrait être moins cher. Mais on constate qu'il y a un problème au niveau des revendeurs. Et vous savez, le secteur de la pêche a un gros problème au Gabon. Ce secteur économique est géré uniquement par les expatriés. On ne refuse pas. Mais tant que ce sera fait ainsi, il y aura toujours ce petit souci qui sera mis en exerce. Je ne regarde pas les informations sur ce secteur, donc je ne peux pas donner d'informations. J'ai l'impression que depuis que l'usine de pêche à Lambaréné a été ouverte, le prix du poisson a augmenté, le poisson est devenu un peu plus rare en fait. Voilà, c'est ce que je peux dire, c'est le constat que j'ai fait. Bon, pour moi, le poisson n'est pas à la portée des Gabonais. On va dire un Gabonais, bon, on va pêcher, pourtant il va dire non, moi j'ai fait l'école et puis moi je ne peux pas prendre ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Alors que s'il y avait une forte population, vous voyez que l'autolocalisation sera moins élevée et certains vont faire des trucs comme la pêche et puis ça va, voilà, beaucoup de gens vont faire la pêche. Mais ici au Gabon, beaucoup de gens ne peuvent pas faire la pêche. Si les étrangers qui font la pêche s'en vont, ben nous on reste quoi? Rien. Les Gabonais n'arrivent pas à faire la pêche, c'est ça. À l'étape embryonnaire. Le Kapal est une entité du ministère des Pêches. Et donc, en principe, le Gabonais, lambda qui aimerait avoir du poisson chez lui, a le devoir de venir acheter le poisson à Kapal. Mais je suis là depuis 7 heures, il est pratiquement 13 heures de la journée. Et je ne sais pas par quel circuit le poisson passe, mais c'est vraiment désagréable parce que entre les commerçants qui sont dans l'incapacité de vous répondre sur le circuit du poisson et nous les clients qui sommes lésés parce que le poisson sort bien des eaux gabonaises mais transite par je ne sais quel réseau et donc n'est pas sur les étals de Kapal. Nous sommes des jeunes Gabonaises qui se débrouillent dans cette activité. Moi par exemple je suis mère de 12 gosses. C'est ici là que je vis, je fais nourrir mes enfants. J'ai un enfant de Triso 21. Je paye sa rééducation avec cet argent. Mais apparemment, le marché, rien ne marche. Il faut que le ministre trouve une solution favorable. Quand les pêcheurs arrivent avec du poisson, ils ont déjà des gens avec qui ont payé très cher le kilo, comme ceux qui sont juste dehors au marché de Lomé. Vous voyez, le pêcheur qui vend le poisson ici aux commerçants à 2000 le kilo et 2500. Capitaine 2500. Le bar 2000, pour que ce soit revendu au Kapal ici à 3000 et 2500. Il y a un manque criard de poissons ici au Kapal. Et nous sommes là, nous sommes des marieuses gabonaises. Vous voyez que nos tables sont vides, on n'a pas de poissons. Donc à monsieur le ministre, vraiment de faire quelque chose, qu'il essaie de voir la situation des Gabonaises. Nous, on n'est pas venu s'installer ici en vain. On n'est pas venu passer des journées entières ici pour ne rien faire. On est venu se chercher des jours. Nous, on veut vendre. On veut s'occuper de nos familles aussi avec ça. Voilà, monsieur le ministre, votre réaction derrière tout ce que les Gabonais viennent de dire. Monsieur Tchibinda, vous comprenez bien que le micro-trottoir qui a été fait est en parfaite
harmonie avec ce que je venais de dénoncer ici. Avec tout ce qu'on a dit. Il y a du poisson qui est pêché, mais qui est recherché, monsieur le ministre. Oui, qui est distrait par les pêcheurs parce qu'ils ont déjà vendu ce poisson à des revendeurs qui l'achètent à prix fort. Est-ce à dire que vous ne pouvez rien faire? Non, nous pouvons faire quelque chose. Puisque je vous ai dit, nous avons mis déjà les bateaux en mer pour rechercher dans l'immensité. Ça fait un mois, monsieur le ministre, que les bateaux sont en mer, mais la situation semble ne pas évoluer. Si, la situation évolue. C'est parce que vous n'avez pas les rapports. Nous avons les rapports. Le marché, monsieur le ministre, c'était aujourd'hui le micro. Vous avez vu tout à l'heure, à côté, il y avait bien du poisson qu'on était en train de cailler. Vous comprenez? Voilà. Mais à quelle quantité? Voilà, c'est un problème de quantité, comme je vous ai expliqué. Aujourd'hui, les pêcheurs préfèrent revendre leurs poissons à des heures qui ne sont pas destinées à la vente. Si le gars il débarque à 19h, il demande à son client de venir au Capal prendre le poisson à 19h. Vous comprendrez que la pauvre marieuse qui a commencé son travail à 8h, qui l'a terminé à 17h, 18h, est partie. Derrière, la mauvaise foi du pêcheur vient et il vend son poisson à d'autres personnes qui l'ont déjà acheté plus cher. Voilà. Donc, nous sommes en train de mettre ces efforts. Comme j'ai dit, nous avons déployé des brigades de surveillance sur tout le littoral. Aujourd'hui, nous avons des rapports. Il y a des quantités de poissons qui sont saisis, qui sont stockés dans nos entrepôts là-bas. Est-ce que les rapports ont un impact sur le panier de la ménagère? Est-ce que le rapport a un impact sur le panier de la ménagère qui crie? Non, malheureusement, elle crie à raison. Mais comme je l'ai dit, la situation va s'améliorer dans les jours qui suivent parce que nous avons pris des mesures correctrices. Nous allons recevoir 20 bateaux de pêche industrielle. Nous allons avoir le concours des 200 pêcheurs qui ont accepté de travailler dans les conditions que nous leur avions imposées pour améliorer le ravitaillement du Capal en poisson. Donc, il va y avoir du poisson. 200 pêcheurs gabonais? 200 pêcheurs, non, pris dans leur ensemble. Il n'y a pas que les Gabonais. Je vous ai dit, si nous comptons seulement sur les pêcheurs gabonais, on ne s'en sortira pas, malheureusement. Donc, nous avons mis en place des mesures pour encourager, pour pouvoir permettre à ces pêcheurs d'accéder à des zones de pêche qui leur étaient interdites aujourd'hui avec les nouveaux arrêtés. Donc, nous allons voir comment ces arrêtés-là vont produire les effets. Donc, soyons patients. Les pêcheurs gabonais... Je vous ai dit, la situation de la pénurie de poissons, elle est générale. Dans toutes les villes côtières où on pêche, il y a l'absence de poissons parce que les pêcheurs gabonais, pas seulement, se sont alliés avec des revendeurs à qui ils vendent directement leurs poissons. Il suffit d'aller, nous on a des brigades de pêche, des brigades de surveillance qui arraisonnent les voitures qui transportent. C'est pourquoi on a pris toutes ces mesures pour demander, pour mettre en place par exemple le statut des marailleurs. Dans le statut des marailleurs, il y a 3 catégories. Il y a les marailleurs ou marailleuses, ceux qui vendent là au Capal. Il y a les marailleurs qui vont, eux, transporter le poisson via donc des camions appropriés, donc les camions frigorifiques. Et il y a les marailleurs de la catégorie C qui, eux, seront autorisés à faire l'export du poisson hors du Gabon. Donc, ce sont des statuts qu'on a donnés pour structurer la filière, pour leur permettre d'être éligibles au programme qu'on a mis en place avec la BCE. Mais monsieur le ministre, donc, dans quelques mois, la situation va s'améliorer. Et vous parlez de toutes ces mesures, monsieur le ministre. Ces mesures, normalement, sont faites pour que la situation s'améliore, effectivement, et que ça soit mieux réglé. Les Gabonais trouvent du poisson autant que faire se peut. Mais les Gabonais disent que les vrais problèmes des pêcheurs sont les contrôles en mer, police nautique, gendarmerie nautique, immigration, les parcs marins, la marine marchande, direction générale de la pêche et autres, beaucoup de soucis avec tout cela. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le gouvernement s'y est déjà penché. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Non, nous sommes l'actualité, monsieur le ministre. Voilà, nous sommes en plein dans l'actualité, monsieur le ministre. Voilà, je vais vous rassurer, s'il vous plaît. Déjà, sur les contrôles intempestifs, des instructions fermes ont été données par le président de la République pour faire cesser tout paiement
indues sur les infractions aujourd'hui. Déjà, donc, toutes les parties prenantes là, qui font les contrôles des bateaux sont avisées de ne plus le faire. Cependant, comme je vous ai dit, nous sommes engagés dans une politique de lutte contre la pêche illégale, la pêche non réglementée et non déclarée. Et ça, nous sommes intransigeants là-dessus. Parce que ça fait de nous un pays paria vis-à-vis des engagements que nous avions pris avec l'extérieur. Donc nous sommes tenus de faire appliquer ces lois, ces règlements. Donc nous sommes en mer pour faire la surveillance. Et je vous le dis, aujourd'hui nous avons procédé à beaucoup de saisies, et de poissons et de matériel. Donc il y a beaucoup de pêcheurs qui s'engouffrent dans le circuit, qui n'ont aucune documentation, qui font la pêche. Ceux-là, ils sont dans la pêche illégale. Ceux-là, nous leur arrachons le matériel. Est-ce que dans ce secteur, il y a également la corruption? La corruption, vous savez, je ne peux pas m'engager. Vous savez, il y a des organes au niveau du Gabon qui luttent contre la corruption. Nous, on est là dans le cadre de la pêche. Maintenant, s'il y a la corruption, c'est qu'il y a un corrompu et un corrupteur. C'est clair. Donc, ça va ensemble. Donc, ça, je ne peux pas. Dans votre secteur, Mon secteur, secteur, de la corruption? Bon, la corruption, elle existe dans tous les pans de la société. On ne peut pas dire que la corruption n'existe pas. Ce serait vraiment voir le pays en blanc, quoi. C'est que nous sommes immaculés. Non, je ne peux pas m'engager à le dire. Monsieur le ministre, comme par hasard, aujourd'hui, il est déjà minuit. Bon, hier, on va dire, c'était la journée internationale de la pêche illicite. Voilà, c'était le 5. C'est le 5, c'est même aujourd'hui. Nous sommes le 5 aujourd'hui. Est-ce qu'on a mesuré l'impact justement du droit de passage inoffensif des navires dans les eaux gabonaises, tel que le prévoit justement le droit de la mer? Le droit de passage? Oui, le droit de passage inoffensif des navires dans les eaux gabonaises. Voilà, tel que en tout cas le droit de la mer prévoit cela, le droit de passage inoffensif des navires dans les eaux de la mer. C'est-à-dire que certains navires de pêche peuvent traverser quand il y a des accords, de manière inoffensive, mais derrière, ils font la pêche. Voilà. Ils jettent des filets. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on les laisse passer simplement ou lorsqu'ils passent, on a un droit de regard, monsieur le ministre? Non, nous avons un centre de surveillance des bateaux. Normalement, chaque bateau est équipé d'un système qui permet donc d'émettre un signal. Donc, à partir du centre de surveillance, on sait si un bateau est en train de passer parce qu'il a une vitesse. S'il diminue sa vitesse, on sait sur les équipements que ce bateau est en train de faire autre chose que le passage. Donc à partir de là, nous activons le mécanisme de vérification. Donc je vous signale que dans quelques jours, il va y avoir une opération de contrôle de notre mer à travers, en collaboration avec des organismes avec lesquels le Gabon a signé des accords. Pendant 2 mois, ces bateaux de surveillance, l'opération Albacor, va sillonner nos mers de manière ininterrompue pendant 2 mois. Et ça va intervenir au moment où même il y a des pavillons de l'Union européenne qui vont quitter notre zone économique exclusive. Donc nous avons 2 mois pendant lesquels aucun bateau ne pourra faire cette activité. Alors vous faites bien justement de parler de l'Union européenne. À quel niveau de la révision justement des accords avec cet instant en matière de pêche? Bon, nous, le Gabon, nous exerçons notre souveraineté sur nos ressources halieutiques. Nous avons dit à l'Union européenne que nous ne sommes plus d'accord avec la politique qui était menée avant. Donc le président l'a réaffirmé. Et nous, ici présents, je réaffirme que nos ressources doivent être souveraines. Nous devons décider de comment nous devons les gérer prochainement. Donc, au niveau de ce sujet, déjà lundi, il s'ouvre des travaux d'un dialogue de partenariat avec l'Union européenne et ce problème de cet accord sera évoqué au cours de cette séance. Mais nous avons déjà informé l'Union européenne que nous ne voulons plus de cet accord de pêche qui nous est
qui nous est très défavorable. Vous voulez le renégocier ou non, vous voulez plus complètement? On ne veut plus. Le Gabon veut s'approprier sa souveraineté sur ces matières. Et si jamais nous devrons négocier, nous l'aviserons. Pour l'instant, nous ne voulons pas négocier. Mais la partie adverse est prête à négocier. Bon, on verra. Monsieur le ministre, cette préoccupation des Gabonais, bonsoir à tous. Monsieur le ministre, je suis du Moyen-Ogooué. Chez nous, nous faisons la pêche pendant les vacances pour assurer l'année scolaire et se nourrir. Issu d'une famille nombreuse sans père, avec une mère cultivatrice, mes frères et sœurs, moi, nous sommes allés à l'école grâce à la pêche. Beaucoup de cadres de notre province ont également eu recours à cette activité. Ma mère, toujours vivante, pratique la pêche pour se nourrir. Quelles mesures avez-vous prévues pour cette catégorie de la population? Merci. Est-ce qu'il y a des mesures possibles à ce moment-là? Ça, c'est la Monsieur pêche. Chibinda, les problèmes de la pêche... C'est la question d'un... Oui, d'accord. Vous savez, nous tous, on a vécu de la pêche parce que ça se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, il n'y a pas d'établissement où on va apprendre à pêcher. Vous comprenez? Donc ça se transmet. Si ce compatriote veut exercer dans la pêche, il se met en conformité. Il y a une direction provinciale de la pêche à Lambaréné, il se rapproche de cette administration qui lui donnera toutes les informations pour pouvoir exercer. Mieux, je tente de vous dire, lors de mon déplacement dans le Moyen-Ogooué, le constat qui a été fait, c'est qu'il y a près de 400 pêcheurs là-bas et seulement 20 personnes, 20 pêcheurs sont enregistrés dans le fichier. Donc c'est pour vous dire que tout le poisson qu'on mange, pratiquement dans la peau, est issu de la pêche illégale. Parce que les pêcheurs qui y sont évoquent le fait seulement d'être gabonais, donc on pêche. On ne doit rien à l'État, on ne doit pas déclarer, on ne doit pas payer la licence. C'est anormal. Donc quand il le dit contre son pays. C'est pas... Nous aujourd'hui, beaucoup de gens exercent, mais ces personnes ne seront pas éligibles à nos programmes de crédit pour la deuxième phase. Parce que ceux qui voudront avoir ces crédits, il faut qu'ils soient en conformité avec l'administration. Les pêcheurs, déjà, j'ai discuté avec un de mes collègues qui est originaire de Lambaréné, nous projetons d'aller pour aller faire de la sensibilisation avant le démarrage de la phase d'octroi de crédit. Donc, il est libre de pouvoir faire l'entrepreneuriat dans ce secteur, mais nous avons mis en place des instruments pour réglementer. Donc, il faudrait qu'il fasse le choix. Soit il est pêcheur, il se met en règle par rapport à un pêcheur, il a sa pirogue, il demande son enregistrement à la marine marchande, il demande une licence de pêcheur au niveau du ministère de la pêche, et puis on vérifie si ces traitements sont en conformité avec les engins qui sont autorisés pour faire l'exploitation. Comme je vous disais tout à l'heure, 90% des pêcheurs dans le Moyen-Ogooué n'ont pas d'autorisation de pêche. Ils le font de manière illégale. D'accord. Et non, de pêche non réglementée, puisqu'ils utilisent même des mailles. Donc, vous allez sur le marché, vous allez voir des petits poissons, des petits salons là. C'est là, c'est dit. C'est effectivement dit dans c'est du braconnage, tout simplement. D'accord. Monsieur le ministre, bonsoir. Demandez au ministre pourquoi ne pas se lancer sur la pisciculture hors étang et sur étang pour les poissons de mer et les poissons des lagunes et des fleuves. Je le dis car tous les poissons congelés importés sont issus de la pisciculture. Alors, je suppose que c'est quelqu'un du domaine. Hein, il a raison. Étang, hors étang. Il a raison, mais ce n'est pas facile la mise en œuvre. Hein. Il faut pêcher. Je ne sais pas, bon, pour l'instant, je ne sais pas. Nous, on était à Port-Gentil visiter une station piscicole, faire de l'aquaculture, donc il y a des cages dans l'eau, mais il y a pratiquement deux espèces hein, qu'on peut élever, les tilapias plus comment on appelle ça, les silures. Voilà. Mais pour dire que vous allez prendre une bécune, mettre en cage, ce n'est pas possible, parce que c'est des poissons carnivores qui ont des dents, ils vont déchirer les trémailles. C'est pas possible. D'accord. Mme Martial, juste une dernière. Monsieur le ministre, je vais m'abstenir de donner la nationalité. Je pense qu'on a la même. D'accord. Donc, nous voyons ces communautés amies, entre griffes, je ne donne pas.
pêcher les petites sardines du côté de l'Alala à droite. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Nous devons avertir à qui en fait? Ils veulent savoir en cas d'infraction vers quel organe se tourner. Bon, ils doivent informer. Il y a les La services direction générale de la pêche. Oui, les services compétents sont les services de la direction générale de pêche qui doivent saisir pour qu'on aille vérifier cette information. C'est du côté de l'Alala, je suppose côté qu'il y a de l'Alala. forcément le directeur général. Bon, parce qu'il y a beaucoup de débarquements derrière le marché de Zungué, là, sur le pont qui passe sous le pont Nomba, derrière là-bas. C'est là-bas où normalement il y a beaucoup de débarquements des sardines. Dernière question de Gabonais. Monsieur le ministre, comment expliquer qu'au Gabon, nous avons des problèmes pour manger du poisson alors qu'il y a une société, entre griffes, on ne va pas citer, en face du foyer des marins qui exportent du poisson de qualité et en quantité industrielle? Qui exportent? Qui exportent. Nous avons 2 armateurs au Gabon, j'ai cité leur nom tout à l'heure. Mais en tant que... Parce que ce sont les 2 seules sociétés qui font la pêche industrielle. Donc leur agrément de pêche leur permet d'importer du poisson et d'exporter. Et d'exporter du poisson. Voilà. D'accord. Donc ça ne pose pas de problème, ils sont en conformité. Donc on peut citer la nationalité? Mieux, parce que c'est dit ici. garde la secret. D'accord. Nous n'avons pas d'armateur gabonais, vous le savez. Bien sûr. Dans le domaine de la pêche. Alors, monsieur le ministre, nous sommes à quoi? Ça y est, le temps qui était imparti, nous sommes à 1h16. Il y a une question assez importante. Temps Monsieur le additionnel ministre va encore. juger, oui. Dernière question. Dernière, d'accord. Monsieur le ministre, peut-on rouvrir la société Sifrigab qui avait déjà commencé à faire la transformation du poisson au Gabon, notamment le thon et la sardine? Peut-on rouvrir la société Sifrigab qui avait déjà commencé à faire la transformation du poisson au Gabon, notamment le thon et la sardine? Sifrigab n'existe plus juridiquement, déjà. Sifrigab a cédé ses activités à une autre société qui l'a remplacée. Malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas encore lancé la production et la transformation, puisqu'il s'agit de faire des conserves. Donc, Sifrigab n'existe plus juridiquement. Donc, il y a une autre société, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait partie des 2 armateurs qui vont être pavillon gabonais, qui a occupé les espaces qu'occupait autrefois Sifrigab. Donc, cette entreprise, cet armateur, s'apprête à lancer son usine dans les tout prochains mois, mais elle est soumise actuellement à des problèmes techniques pour l'instant. Sinon, c'est une société qui va faire parler d'elle dans quelques mois pour la production des conserves, mais éventuellement aussi pour la transformation certainement de premier niveau du thon. Parce que pour l'instant, cette entreprise n'a pas encore de thonier. Très bien. Elle n'a pas encore de thonier. Monsieur le ministre, nous sommes donc arrivés au terme de notre échange, de ce bilan d'étape justement, ces 100 derniers jours à la tête de votre département ministériel, tout jeune. Vous avez bel et bien fixé le cap. Au terme de nos échanges, qu'est-ce que vous dites aux Gabonais, plein d'espoir bien sûr? Je demande aux Gabonais d'avoir foi au développement du secteur de la pêche. Dans les tout prochains jours, pour ne pas dire les tout prochains mois, il y aura de l'approvisionnement des marchés, particulièrement le marché du Capal, en produits halieutiques de qualité. Donc c'est sur cet espoir que je voudrais donc conclure mon propos et vous remercier l'ensemble des collaborateurs qui m'accompagnent d'avoir échangé avec vous pour répondre aux sollicitations des Gabonais et leur apporter l'information vraie, puisque nous sommes là pour donner des réponses aux Gabonais. Donc nous avons parlé un langage de vérité et croyez-moi, le secteur démarrera
parce que derrière ce secteur, il y a cette volonté du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, d'impulser la souveraineté, de développer cette souveraineté halieutique gabonaise pour pouvoir nourrir les Gabonais. Donc la mer, on a 900 km de côte, doit pouvoir nourrir les Gabonais. Voilà, et vivement donc que cette souveraineté halieutique soit. Merci, Monsieur le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Stevie, merci. Nous sommes au terme. Oui, vous voulez... Il y avait un QR code, affiché. Donc pour ceux qui voudraient... voilà. Il y a ce QR code. Pour ceux qui veulent, ils peuvent le télécharger là directement avec sur l'écran. Sur l'écran, voilà. Ils scannent le QR code. Ils vont avoir le bilan des 100 jours du département ministériel. Du département ministériel, voilà. Stevie, nous étions en train de nous dire au revoir, mais avant, bien sûr, c'est quoi? C'est toute une équipe, une armada qui s'est donc mobilisée pendant près de 3 semaines, 2 semaines et demie, un peu plus, tous les jours, dans le cadre de cette émission La Nuit des 100 jours. Vous avez vu les membres du gouvernement. Au premier chef, nous avons eu bien sûr le vice-président du gouvernement. Tous les membres du gouvernement se sont succédés sur ce plateau la nuit des 100 jours. Et nous venons de boucler bien sûr avec le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. À tout seigneur, tout honneur bien sûr, pour nous dire au revoir. Nous allons repartir un peu hors de ce plateau avec Béni Evaka et Arnaud Mengue qui certainement vont avoir le mot du producteur de cette émission, puisque si le groupe Gabon Télévision a pu proposer cette grande production, c'est qu'il y a un chef, c'est qu'il y a une tête. Béni Evaka, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, bien sûr, du plateau pour la boucle de cette grande production? Rebonsoir Béni, rebonsoir Arnaud. Oui, effectivement, Martial, après 2 semaines d'émissions très intenses consacrées au bilan des membres du gouvernement comptant 100 jours, nous sommes avec la direction générale du groupe Gabon Télévision. Déjà, au sortir donc, de cette émission, l'impression du directoire. Bonsoir, monsieur le directeur général. C'est un sentiment de satisfaction au regard du niveau de la production. Ça a été un bel exercice de communication politique pour l'ensemble des membres du gouvernement. Ça a été des moments particuliers. Tous les soirs à la maison Georges Jaouri, c'est près de 1000 personnes composant donc l'élite de l'administration gabonaise autour des 29 membres du gouvernement. Sincère reconnaissance au président de la République, chef du gouvernement, au vice-président du gouvernement pour leur bénédiction et surtout sincère félicitations à l'ensemble des collaborateurs en bac ou en front office. Des talents se sont révélés et tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a eu une envie de faire autrement dans cette nouvelle et 5e République. Merci, monsieur le directeur général. Nous avons laissé vous conduire dans la salle où se passe justement toute cette grande magie. Voilà, Martial, Stevie, ce fut un plaisir d'avoir été des vôtres pour ce programme inédit. Pour cet exercice de redevabilité publique, Ahmed Béni Evaka, j'étais en compagnie d'Arnaud Mengue durant donc ces jours intenses avec bien sûr les membres du gouvernement. Ils sont tous passés et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. Voilà, merci Béni Evaka, merci également à la direction générale Helmut Mouchinga Boulingui, Jabin Atiga, qui vont faire justement le DG qui fait son entrée sur ce plateau. Voilà, acclamé. Voilà. Bonsoir, monsieur le directeur général. Voilà, merci à toute l'équipe de production, merci à toute l'équipe technique, merci à la coordination. Voilà, merci au cabinet du directeur général, la direction générale, voilà. Monsieur Gabin Atiga,
nous allons aller en toute convivialité pour la photo de fin avec Monsieur le ministre et toute l'équipe. Nous allons aller tout en vous remerciant. Merci. Stevie Oyan Mesue également pour ce duo. Voilà. C'est le petit privilège que nous avons avec Monsieur le ministre. Voilà, allez, on va agrandir la photo. En dessin, Messieurs les directeurs généraux, messieurs les conseillers, toute l'équipe, il y a... Vous laissez l'équipe du ministre également. Voilà, on voit tout le monde, c'est bien. Voilà, c'est donc en beauté que nous terminons cette grande nuit des 100 jours, une initiative de la direction générale du groupe Gabon Télévision. Nous avons le privilège de boucler avec le ministre de la Mer, voilà, de la pêche et de l'économie bleue. Merci à toute l'équipe technique, les hommes de l'ombre, toute l'équipe de coordination, bien sûr, et des programmes. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité renouvelée, à tous vos encouragements pendant ces 2 semaines et demie. Merci. Bonne suite des programmes, bien sûr, sur notre chaîne, et on se retrouve très, très prochainement. Bonsoir chez vous.